Alors, au programme, attendez, j'ai un problème de slide. Hop. Au programme, sur le thème, vous m'entendez tous? Oui, c'est bon? Ben, j'entends pas. Ah, vous n'entendez pas? Si, c'est bon, pas de souci, c'est pas trop. C'est bon? Tout le monde m'entend? Il n'y a pas de problème. Bon, ben moi, je suis. Ok, super. Alors, sur le thème, donc, on va aborder le dispositif d'activité partielle Vous y êtes? classique. C'est bon, vous y êtes? Le dispositif ARM, c'est le dispositif d'activité partielle dit de longue durée. On va aborder aussi les allocations et indemnités à compter du 1er novembre 2020, parce que là aussi, il y a des nouveautés. C'est ce dont on va parler ce matin. Un petit focus aussi sur le télétravail, car j'imagine que les questions sont nombreuses en cette période. Et enfin, donc, je vous le disais en propos introductif, le dispositif exceptionnel d'exonération de cotisations sociales et d'aide au paiement. Sur le premier thème, alors, sur l'activité partielle classique que vous connaissez tous, et à mon avis, vous avez eu tous recours, au moins durant la première période de confinement, à l'activité partielle classique, on a tendance à l'oublier, mais l'activité partielle classique, on peut y avoir recours pour plusieurs raisons. Il n'y a pas que la Covid, qui est donc dit une circonstance exceptionnelle. Donc ça fait partie donc un des cas pour lesquels on peut avoir accès à l'activité partielle classique, mais aussi l'activité partielle classique, on y avait recours lors de problèmes économiques, difficultés d'approvisionnement, sinistres. Il pouvait s'agir aussi d'intempéries ou transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les cas sur ma slide, donc partie gauche, tous les cas qui nous permettent d'accéder donc à l'activité partielle classique. Donc aujourd'hui, bien évidemment, quand vous faites votre demande d'activité partielle dite classique, vous cochez la case autre circonstance exceptionnelle et qui est donc visée ici, donc la Covid 2019. Quels sont les salariés concernés par cette activité partielle classique? Alors, ce sont tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail. Donc là, tous les salariés du groupement d'employeurs peuvent bénéficier de l'activité partielle classique. Il y a eu des dérogations durant cette période de crise sanitaire, puisqu'il y a eu un élargissement du placement en activité partielle, puisqu'étaient également visés, outre les salariés liés par un contrat de travail, les personnes dites vulnérables, mais aussi celles qui cohabitaient avec elles. Donc là aussi, il y a une nouveauté, puisque maintenant, je vous le détaillerai tout à l'heure, mais ne peuvent plus être placées en activité partielle les personnes qui cohabitent avec des personnes vulnérables. Sont seulement visées les personnes dites vulnérables, mais il peut également y avoir les parents qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans à partir du moment où l'établissement d'accueil, la classe ou autre, est fermé. Donc, auquel cas, c'est aux salariés de pouvoir démontrer à l'employeur qu'effectivement la classe est fermée, donc avec un certificat. Et si le parent ne peut pas télétravailler, l'employeur devra donc le placer en activité partielle. OK ? Ensuite, sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Alors, les formes que peuvent prendre l'activité partielle, alors on peut avoir une réduction du temps de travail qui va être en deçà de la durée légale de travail, donc parfois en deçà de 35 heures, mais il peut s'agir aussi d'une fermeture temporaire de toute ou partie de l'entreprise. Et pendant cette période, bien évidemment, les salariés donc seront en totale inactivité. Alors, il y a eu aussi une particularité, et cette particularité, elle est possible jusqu'au 31 décembre 2020, c'est la possibilité pour l'employeur de pouvoir recourir à l'individualisation. Qu'est-ce que l'individualisation ? L'individualisation, c'est la possibilité pour l'employeur de pouvoir placer en activité partielle une partie de ses salariés seulement. C'est-à-dire de ne pas mettre tout le monde en activité partielle, mais de choisir que Madame Durand, Monsieur Dupont, par exemple, ces deux-là seront en activité partielle. Alors, on peut individualiser, mais attention, on ne peut individualiser que sous réserve de mettre en place un accord collectif, ou alors il peut s'agir d'une décision unilatérale, mais qui doit être prise après avis favorable du CSE. Il faut impérativement obtenir un avis favorable du CSE pour pouvoir recourir à l'individualisation et pouvoir donc choisir le salarié qui sera placé en activité partielle. Au même titre, on peut choisir, en tout cas on peut prévoir une répartition différente
entre ces salariés, entre les heures travaillées et les heures non travaillées. Ok, donc ça, c'est une petite particularité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a recours à l'activité partielle classique, on peut effectivement individualiser. Donc, choisir quel salarié je place en activité partielle. Ok ? Les heures indemnisables au titre de l'activité partielle. Là aussi, on a un contingent qui a été fixé par arrêté pour nous dire qu'on ne peut mettre en activité partielle les salariés que pour un nombre d'heures précisé. Ce nombre d'heures, c'est 1000 heures. 1000 heures par an et par salarié. Et augmenté, ce contingent a été augmenté à hauteur de 1607 heures jusqu'au 31 décembre 2020 du fait de la crise sanitaire. Donc, la période d'appréciation, c'est l'année civile. Et donc, on va pouvoir, en tout cas, il faut se cantonner à ce contingent quand on recourt à l'activité partielle. Slide suivante. Les démarches à effectuer pour bénéficier d'un tel dispositif. Première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on est une entreprise, une structure, en tout cas, de plus de 50 salariés, ce que l'on doit impérativement faire, c'est consulter le comité social économique à partir du moment où il existe, bien évidemment. Donc, c'est une consultation qui se fait au préalable, donc avant de recourir à l'activité partielle. Mais il est possible, en tout cas, il y a une dérogation qui a été prévue durant la crise sanitaire, c'est la possibilité de pouvoir transmettre l'avis du CSE, qu'il soit favorable ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, contrairement à l'individualisation. On va pouvoir transmettre l'avis postérieurement à la demande faite auprès de l'administration. Mais attention, on a un délai que l'on doit respecter, qui est donc de 2 mois à compter de la demande. Donc, je peux faire ma demande d'activité partielle et consulter mon CSE a posteriori. Mais attention, c'est sous réserve de respecter le délai de 2 mois. Une précision également, on a tendance à l'oublier, mais les personnes vulnérables qui sont donc placées en activité partielle, une consultation du CSE n'est pas requise dans ce cas-là. Donc, à partir du moment où un salarié vulnérable est placé en activité partielle, nul besoin de consulter son CSE. Deuxième étape, il faut donc effectuer les démarches en ligne. Donc ça, c'est sur le site du ministère du Travail qui est véritablement dédié justement à ce dispositif-là. Vous allez devoir préciser les heures hebdomadaires réellement travaillées et les heures chômées. Voilà. Sachant que vous avez donc, à compter du jour où les salariés ont été placés en activité partielle, l'employeur dispose de 30 jours pour déposer sa demande en ligne et on peut avoir un effet rétroactif. Donc, vous pouvez placer votre salarié en activité partielle, par exemple, le 10 du mois, et pour autant, déposer votre demande le 25 avec effet rétroactif à partir du moment où vous avez mis le salarié en activité partielle. Et la Directe dispose actuellement de 15 jours pour vous répondre. Et en l'absence de réponse dans ce délai, cela vaut accord. Sachant qu'auparavant, il y avait un délai de 48 heures. Là, ce délai n'est plus valable. On est bien aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle, sur un délai de réponse à 15 jours. Troisième étape, une fois que j'ai déposé ma demande d'activité partielle, je vais devoir verser au salarié son indemnité à la date habituelle où je lui verse le salaire, sachant qu'évidemment, par décision unilatérale ou si j'ai des dispositions conventionnelles qui le prévoient, je peux parfaitement prévoir une indemnisation complémentaire afin que le salarié ne puisse bénéficier d'aucune réduction de son salaire. Donc, ça veut dire qu'il touchera son mois entier à hauteur de l'indemnité qui lui est versée dans le cadre du dispositif d'activité partielle et moi, employeur, je peux lui verser en plus une indemnité complémentaire. Quatrième étape, il faudra déposer la demande de versement de l'allocation d'activité partielle. Donc là, le paiement, il est effectué par l'agence de services et de paiement qui agit pour le compte de l'État. Et l'allocation est versée à l'employeur dans un délai de 12 jours. Nouveauté assez récente, puisque vous voyez, elles sont issues du décret du 30 octobre 2020. Et on nous dit qu'à compter du 1er novembre 2020, le comité social et économique dans les entreprises de plus de 50 salariés doit être informé à l'échéance de chaque autorisation de placement en activité partielle par la Directe, des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Donc, clairement, ici, l'objectif, en tout cas, du gouvernement, c'est de renforcer le rôle du CSE et pour qu'il puisse avoir un droit de regard, ou en tout cas, ça lui permet d'avoir un bilan d'application sur la période d'autorisation. D'accord ? Donc là, vraiment, à chaque échéance, on prévoit une période, on demande une période d'activité partielle. À l'issue de cette période-là, je dois informer mon CSE. Concernant l'indemnisation, Stéphanie Bellec, je vois une question, on va y venir. Patience. Autre nouveauté. Concernant donc ce décret, nous avons, alors je vous le dis pour votre information, il y a la pérennisation de la possibilité des demandes groupées pour les entreprises à établissements multiples. Je suis une entreprise avec plusieurs établissements et je dois recourir à l'activité partielle. Alors, on nous dit que la demande d'autorisation préalable d'activité partielle pour l'ensemble de ces établissements, en tout cas moi employeur, je pourrais adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements et la directe compétente, c'est la directe de l'établissement où est implanté l'un quelconque des établissements concernés. Voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté. En tout cas, il y a une pérennisation sur cette règle-là. Attendez, je suis perdue dans mon support. Voilà, c'est bien ça. On nous dit également qu'à compter du 1er janvier 2021, l'autorisation d'activité partielle sera accordée pour une durée maximum de 3 mois. Donc, si je me situe, là, on est bien dans le thème activité partielle classique. Donc là, désormais, si je dois recourir à l'activité partielle et que je demande une autorisation, je ne pourrai demander une autorisation à compter du 1er janvier 2021 pour une durée maximum de 3 mois. Cette durée est renouvelable, mais dans la limite de 6 mois. On nous dit consécutif ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Donc, j'ai une période d'appréciation, une période de référence qui est de 12 mois consécutifs. Et dans le cadre de cette période, je pourrais recourir à l'activité partielle avec une durée de 3 mois max que je peux renouveler dans une limite de 6 mois. Ce décret-là nous précise également que, parce que vous vous en doutez bien, il y a l'activité partielle classique là maintenant, à date, et il y a cette fameuse activité partielle qui va donc avec ces nouvelles modalités à compter du 1er janvier 2021. Aujourd'hui, vous le savez tous, puisque vous y avez été confrontés durant la première période de confinement, vous aviez une demande d'autorisation d'activité partielle pour une durée, on nous disait, maximum de 12 mois. Ça, c'est ce que prévoyaient les textes, clairement les textes. Après, dans la pratique, vous avez pu vous en rendre compte, chaque direct, c'est un peu le fait du prince, mais du coup, on nous disait non, pas plus de 6, pas plus de 3. Enfin voilà, on avait vraiment des positions différentes, des directs, sur justement les durées, en tout cas, de demande d'autorisation d'activité partielle. Donc aujourd'hui, si je fais une demande d'activité partielle classique, je suis encore sous l'égide de ces dispositions-là. C'est-à-dire que finalement, j'ai encore la possibilité de pouvoir demander jusqu'à une durée de 12 mois maximum. Par contre, à compter du 1er janvier 2021, dès que je suis dans le cadre d'une nouvelle demande d'activité partielle, là, je dois respecter ces nouvelles dispositions. Donc, c'est 3 mois renouvelables une fois pour la même durée. D'accord ? Donc, ça veut dire que si j'ai bénéficié d'une période d'activité partielle avant le 1er janvier 2021, bien évidemment, cette durée ne sera pas prise en compte pour justement apprécier ces nouvelles durées qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est quand même important et c'est une nouveauté. Donc, si jamais vous avez, si par cas, c'était pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez intervenir. J'avais également envie de vous faire un petit focus sur les salariés vulnérables parce que là aussi, on est depuis le début, il y a une véritable saga de la prise en charge des personnes vulnérables puisqu'en mai 2020, on nous reconnaissait, en tout cas, on nous listait 11 situations.
11 situations qui nous permettaient de dire que telle personne était vulnérable ou pas. Ensuite, on a eu un décret fin août 2020 qui là a complètement réduit la liste des personnes vulnérables. On est passé de 11 situations à 4 situations, avec aussi la suppression de la reconnaissance de salariés vulnérables pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable. Le juge des référés du Conseil d'État s'est emparé un peu de l'affaire et a décidé de suspendre l'application des dernières dispositions du décret d'août 2020 et de se cantonner en fait aux anciens critères de vulnérabilité en tout cas dans l'attente d'un texte réglementaire. Et c'est chose faite dernièrement, puisqu'il y a quelques jours, c'est le décret du 11 novembre 2020 qui vient du coup établir une nouvelle liste de salariés vulnérables applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc, attendez, voilà. Donc ça, c'est la nouvelle liste des salariés que je vous ai mis clairement sur le support. Grosso modo, on a donc personnes vulnérables en raison de l'âge, c'est-à-dire plus de 65 ans, et après, c'est en raison de l'état de santé. Donc, vous avez tout un certain nombre d'états qui permettent de dire que la personne est vulnérable. Ces dispositions-là, donc, applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Mais par contre, pour la personne, attention, pour la personne qui habite avec une personne vulnérable, cette personne ne pourra pas être placée en activité partielle. Donc, pour ces personnes vulnérables, il y a de nouvelles modalités de prise en charge, c'est-à-dire la possibilité d'être placée en activité partielle, mais si la personne le demande elle-même et si elle présente à l'employeur un certificat établi par un médecin. Donc, un placement en position d'activité partielle de droit, si je respecte ces modalités, sauf si, on nous dit, premièrement, le salarié vulnérable peut effectivement télétravailler totalement. Si effectivement la personne vulnérable peut télétravailler, il n'y a pas de raison pour que cette personne soit placée en activité partielle. Donc ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est si par cas, le salarié vulnérable peut bénéficier de mesures de protection renforcées. Si je peux, moi en tant qu'employeur, isoler son poste de travail, si sur le lieu de travail, on respecte les mesures barrières, donc il y a des gestes barrières renforcés avec l'hygiène des mains, le port du masque, etc. S'il y a des procédures de nettoyage et de désinfection du poste de travail, toute la liste que je vous ai notée là, si on respecte tout ça, on peut éviter le placement en position d'activité partielle. Si par cas, il y avait un désaccord entre le salarié et l'employeur sur l'appréciation, en tout cas sur la mise en œuvre justement de l'ensemble des mesures de protection, dans ce cas-là, le médecin du travail serait saisi et le salarié vulnérable, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, serait donc placé en activité partielle. OK ? Et pour finir, je vous ai fait un petit tableau de synthèse pour clôturer justement ce premier thème. Donc, l'activité partielle classique avec le avant-après. Donc, depuis le 1er mars 2020, comme je vous l'indiquais, ce qui est important, c'est la durée, qui était jusqu'à 12 mois sans engagement précis, que je pouvais renouveler dans la limite de 36 mois au total. Par contre, si j'étais dans le cas d'une nouvelle demande d'activité partielle, là, ça générait quand même des engagements en matière d'emploi ou de formation professionnelle. À compter du 1er janvier 2020, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, sur l'activité partielle classique, c'est la durée qui est donc modifiée et on passe donc de 12 mois à 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois. Après, sur la décision qui est rendue par la directe, le délai est toujours de 15 jours, ça n'a pas changé. Sur le contingent des heures chômées, donc là on était jusqu'au 31 décembre 2020 jusqu'à donc 1607 heures par an et par salarié maximum. À la date où je vous parle, à compter du 1er janvier 2020, on ne connaît pas le contingent qui est fixé. Alors j'ai une question. Qu'en est-il de la durée maximale sur 2021 si on nous a accordé l'activité partielle pour une durée de 3 mois du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Alors, à mon sens, c'est une demande d'autorisation d'activité partielle qui avait été donc déposée sous l'égide des anciennes dispositions.
Donc, à mon sens, sur la nouvelle demande d'activité partielle qui sera déposée à compter du 1er janvier 2021, on ne tiendra pas compte de cette période qui précédait. Donc, à mon sens, à partir de 2021, vous pouvez faire une durée maximale, alors jusqu'à donc 2-3 mois, renouvelable une fois, sans souci. Par contre, votre dernière, c'est une précision que je vous apporte en plus, mais si vous aviez précédemment fait une demande d'activité partielle dans le cadre du premier confinement et que là, vous avez refait une nouvelle demande pour ce deuxième confinement, par contre, là, c'est là où vous prenez des engagements en termes d'emploi. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Les autres, des questions ou pas? Vous pouvez désactiver votre micro si vous le souhaitez. Ce sera aussi bien. Non, pas de questions? Tout est très clair sur l'activité partielle classique? J'imagine que oui. Alors, on poursuit. On poursuit avec le dispositif ARM. Alors, le dispositif ARM, c'est l'activité partielle de longue durée. Alors, titre liminaire, un rappel du dispositif. On est toujours dans le cadre d'une réduction des heures de travail, mais par contre, à partir du moment où on a recours à un tel dispositif, la contrepartie, c'est que l'employeur donc doit s'engager sur la préservation de l'emploi. Voilà. Pourquoi je mets en place ce dispositif? Bien évidemment, c'est pour limiter l'impact des difficultés économiques de l'entreprise sur l'emploi. Donc, je fais appel à un tel dispositif pour peut-être éviter de devoir engager des licenciements économiques. Mais à partir du moment où j'ai recours à ce dispositif, je dois m'engager sur le fait de ne pas procéder justement à des licenciements pour motif économique. Mise en place, l'étape première, pour y avoir recours à ce dispositif, il me faut un accord collectif. Alors, un accord d'entreprise, un accord de branche. On a donc des mentions obligatoires, je vous l'ai mis dans le contenu de l'accord, des mentions facultatives également. Si par cas, ma branche a négocié sur ce dispositif, ce qui est le cas aujourd'hui pour la métallurgie et la Syntec de mémoire, alors là, c'est plus évident pour l'employeur puisqu'il, finalement, plutôt que de devoir recourir à un accord collectif, je peux établir un document unilatéral et qui vient donc appliquer les dispositions qui sont prévues par la branche. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'accord collectif quand ma branche a prévu un tel dispositif. Si par cas, ma convention collective n'a rien prévu sur ce sujet, je dois conclure un accord collectif en interne, donc un accord collectif d'entreprise. Étape numéro 2, cet accord, je vais devoir le soumettre à la directe. S'il s'agit d'un accord de branche étendu, c'est-à-dire que j'ai donc établi un document unilatéral qui fait application des dispositions conventionnelles, je demande à la directe de le valider. En revanche, s'il s'agit d'un accord d'entreprise, je vais devoir demander à la directe de l'homologuer. Non, je confonds, c'est l'inverse. C'est l'inverse, excusez-moi. Si c'est un accord d'entreprise, c'est une validation. Et si c'est un document unilatéral établi par l'employeur, c'est une homologation. Pardonnez-moi, j'ai inversé. Sur les délais de notification de la décision de validation ou d'homologation de la décision par la directe. Si j'ai fait application de l'accord de branche étendu, la décision d'homologation de la directe doit intervenir dans un délai de 21 jours. Si au-delà des 21 jours, elle ne m'a pas rendu réponse, cela vaut accord. Le silence gardé par la directe vaut décision de validation ou d'homologation. Et quand je suis dans le cas d'un accord collectif d'entreprise et que je dois demander la validation par la directe, c'est non plus un délai de 21 jours, mais c'est un délai de 15 jours à partir de la réception de l'accord. Donc ça, c'est pour la procédure, pour l'accord ARM. Le versement d'une allocation spécifique, quand je me situe dans le dispositif ARM, j'ai une allocation, donc c'est ce qui est versé à l'employeur, à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute. Je vous le disais tout à l'heure, si j'ai recours au dispositif ARM, cela veut dire que je dois prendre des engagements sur l'emploi et la formation. Je dois aussi aller avant l'échéance de chaque période de 6 mois d'activité partielle longue durée. Je dois transmettre à l'administration un bilan sur le respect des engagements que l'employeur a pris en la matière, c'est-à-dire en matière d'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ce bilan doit être accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise. Et le PV, je dois joindre aussi le PV du CSE, s'il existe, bien évidemment. Et en fonction du bilan que j'aurai donc transmis à l'administration, l'autorisation sera renouvelée ou pas pour une durée de 6 mois. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur le non-respect des engagements parce que j'ai recours à un dispositif ARM qui me demande donc des engagements en termes d'emploi ou de formation. Mais finalement, si, imaginez, vous notifiez un licenciement pour motif économique d'un salarié, quelles sont véritablement les conséquences? Alors, finalement, dans ce dispositif ARM, on prend des engagements vis-à-vis de l'État, puisque l'État nous verse une allocation. Donc, finalement, on pourrait penser que le non-respect des engagements ne se limiterait qu'aux relations employeur-État. Et que finalement, si le salarié était licencié pour motif économique, alors même que nous sommes rentrés, nous, employeurs, dans le cadre d'un dispositif ARM, alors la sanction serait bien évidemment le remboursement à l'agence de services et de paiement des sommes que l'employeur aurait perçues au titre de l'allocation d'activité partielle au titre de ce salarié. Et si par cas je venais à ne pas respecter mes engagements en termes d'emploi et de formation, la conséquence serait la suspension du versement de l'allocation d'activité partielle à l'employeur, bien évidemment. La question que l'on s'est posée aussi lorsqu'on s'est mis à rédiger les accords ARM, c'est de se dire est-ce qu'on si l'on inclut dans le dispositif en fait de se dire finalement que la conséquence du non-respect des engagements ne se limite qu'aux relations État-employeur. C'est une possibilité, on peut effectivement le graver dans le marbre. Après, rien n'empêche, en tout cas, on n'a pas, c'est ce que je vous ai mis dans ma slide, on n'a pas assez de recul, en tout cas pas de décision jurisprudentielle en la matière, pour nous dire finalement que si par cas le salarié était licencié pour motif économique, il y aurait véritablement une conséquence vis-à-vis du salarié. Ça, clairement, on n'a pas suffisamment de recul en la matière. L'idée étant, c'est que si on a recours au dispositif ARM, bien évidemment, on s'assure à ne pas supprimer d'emploi. Sur la réduction de l'horaire de travail, on nous dit que c'est au plus 40% de la durée légale de travail. Donc, cette réduction, elle est appréciée par salarié. C'est sur la période de l'accord. Et il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord du CSE. En tout cas, non. Là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans le dispositif ARM, on n'a pas la possibilité de recourir à l'individualisation, comme on en a parlé en tout début, et ce qui est possible dans le cadre de l'activité partielle classique. Là, clairement, dans le dispositif activité partielle longue durée, l'individualisation n'est pas possible. Donc, on réduit l'horaire de travail de l'ensemble des salariés ou en tout cas des services qui pourraient être concernés. Versement donc d'une indemnité spécifique, elle est aujourd'hui donc à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute de référence. Donc les garanties de maintien d'emploi et actions de formation, ça je vous l'ai dit, c'est une obligation. Sur la mise en place de l'ARM par accord collectif d'entreprise. Alors là, je vous ai mis les différentes situations parce que la question que vous vous posez, c'est de dire, moi, GE, en fonction de l'effectif de l'entreprise, avec qui je peux négocier un tel accord ARM. Alors, si j'ai moins de 11 salariés ou en tout cas entre 11 à 20 salariés sans élus, je peux avoir recours au référendum. Donc, ça veut dire que mon projet d'accord, il sera approuvé par les salariés. Si je me situe entre 11 à 49 salariés, j'ai une négociation qui est possible au choix. J'ai deux options. Soit je fais avec mes élus, soit avec des salariés mandatés. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'un syndicat puisse mandater un salarié pour pouvoir négocier un tel accord. Et il faut garder aussi à l'esprit que votre salarié mandaté deviendra un salarié protégé. Entreprise d'au moins 50 salariés. Alors là, clairement, dans les entreprises de plus de 50, la primauté, c'est de négocier avec son délégué syndical. Si par cas, il n'y a pas de délégué syndical, je vais pouvoir négocier avec mes élus mandatés. Là, attention, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce n'est pas une option. Ce n'est qu'à défaut, c'est-à-dire que c'est mon délégué syndical. Si je n'en ai pas, c'est à défaut, c'est avec mes élus mandatés.
Si je n'ai pas d'élus mandatés, ce sera avec des élus non mandatés. Et ce n'est que si je n'ai pas d'élus non mandatés que je pourrai négocier avec des salariés mandatés. D'accord? Donc, il faut impérativement respecter les partenaires, en tout cas de bien respecter l'ensemble de ces dispositions et pour pouvoir négocier l'accord ARM. Sur la mise en place, je vous l'ai dit, d'un document unilatéral. Donc ça, c'est que si j'ai un accord de branche qui a négocié des dispositions pour la mise en place d'un accord ARM, là, bien évidemment, je vais rédiger un acte unilatéral en prenant compte des dispositions de l'accord de branche et je vais devoir respecter un certain nombre de mentions obligatoires que je vous ai mis dans l'encadré. Un petit tableau récapitulatif aussi sur l'accord ARM. Donc, vous avez les objectifs, vous avez le déclenchement, c'est-à-dire l'accord, la durée aussi et la durée de travail. Là, le volume maximal d'heures, je vous l'ai dit, donc c'est au maximum, égal à 40% du temps de travail. Il y a aussi des nouveautés sur ce dispositif ARM qui résultent donc du décret du 30 octobre 2020. On nous dit que les représentants du personnel et le cas échéant, les syndicats signataires de l'accord seront informés de la demande de l'employeur à la directe de ne pas rembourser les allocations d'activité partielle en cas de licenciement économique ou de l'information qui sera faite par la directe à l'employeur de ne pas demander un tel remboursement. Voilà. L'accord ARM pour justement le taux d'indemnisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc 70%. 70% dans le cadre de l'accord ARM et pareil pour l'activité partielle classique. On va le voir tout à l'heure, je vous ai fait un tableau, comme ça vous ne perdrez pas sur les indemnités. On va le voir d'ailleurs, je crois que c'est ma slide. Voilà. Les allocations et indemnités de l'activité partielle à compter du 1er novembre 2020. Et là, je vous ai fait un tableau. Alors, j'espère que vous le voyez. Alors, c'est en tout petit, j'en suis désolée. En fait, vous avez la différence entre l'activité partielle classique et l'activité partielle longue durée. Donc, jusqu'au 31 décembre 2020, si je suis dans le cadre d'une activité partielle classique, mon indemnisation est de 70%. L'allocation, donc c'est-à-dire ce qui est versé à l'employeur par l'État, est à hauteur de 60%. Dans le cadre de l'activité partielle longue durée, jusqu'au 31 décembre 2020, je suis à 70-60, comme pour l'activité partielle classique. Donc, ça veut dire que les taux sont identiques quand il s'agit d'un secteur non protégé. Par contre, dans le secteur protégé, jusqu'au 31 décembre 2020, qu'il s'agisse de l'activité classique ou longue durée, c'est 70-70. Secteur protégé. Donc, secteur protégé, activité partielle classique et APLD, c'est 70-70. Si je ne suis pas dans un secteur protégé, il y a une petite différence. Disons que… non, c'est pareil. Excusez-moi, c'est pareil. Jusqu'au 31 décembre 2020, les taux sont identiques. Par contre, à compter du 1er janvier 2021, l'activité partielle classique, attention, c'est 60% pour l'indemnité, mais l'allocation baisse considérablement puisque je passe à 36%. Alors que si je négocie un accord ARM, c'est 70% au niveau de l'indemnité et ce sera 60% au niveau de l'allocation. Donc, concrètement, si vous percevez, en tout cas, si vos perspectives ne sont pas bonnes et qu'il va falloir en début d'année avoir recours à l'activité partielle, clairement, n'hésitez pas à négocier un accord ARM, alors qui vous expose à des engagements en termes d'emploi, j'en conviens, mais par contre, vous permettra de bénéficier d'une meilleure indemnisation, allocation. Voilà. Donc ça, clairement, il y a un petit plus par rapport au dispositif ARM. Je vous ai mis sur les salariés vulnérables, salariés gardant leur enfant jusqu'au 31 décembre 2020. Là, c'est 70% et on est remboursé à hauteur de 60%. Voilà. Sachant que pour les secteurs, les secteurs protégés, on a les taux jusqu'au 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, nous ne savons pas à quelle hauteur, en tout cas le pourcentage en matière d'indemnisation ou d'allocation.
Je vous ai mis quelques slides sur les secteurs protégés. Je vous ai fait un petit focus pour vous rappeler justement à partir du moment où l'activité principale relève donc du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel. Voilà, donc là, on est vraiment dans le cadre de secteurs dits protégés et donc on bénéficie d'une meilleure indemnisation. Enfin, en tout cas, on peut être amené dans le cadre de l'ARM à avoir une meilleure indemnisation. Donc là, il y a eu la liste a été complétée. Voilà, donc ça, je vous l'ai mis. Il y a eu des secteurs d'activité en plus. Pareil pour les secteurs connexes, donc c'est-à-dire les S1 bis. Là aussi, un décret est venu compléter la liste des activités de cette annexe 2. Donc ça, je vous le mets dans cette slide. Et je vous rappelle que, bien évidemment, on parle de secteurs protégés aussi pour tous les secteurs qui impliquent l'accueil du public et qui ont dû donc avoir une interruption d'activité totale ou partielle. Voilà. Lors de la demande d'activité partielle classique sur le site dédié, la Directs demande également les engagements de l'employeur. Ah bah voilà, j'ai ma réponse, oui, c'est ça. Oui, effectivement, dans le cadre de l'ARM, vous devez prendre des engagements en termes d'emploi et de formation. Alors, sur le télétravail maintenant. Sur le télétravail. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, vous en avez certainement entendu parler, le télétravail donc est fortement, enfin plus que recommandé dans le cadre du nouveau protocole sanitaire. En tout cas, le télétravail est prescrit à 100% dans la mesure du possible. Toujours est-il sur les nouveautés. Donc là, autant sur la première période de confinement, le télétravail était rendu un peu plus difficile, en tout cas pour tous les parents dont les enfants n'étaient pas à l'école. Là, la grande nouveauté, c'est que finalement, les écoles sont ouvertes, donc ça laisse la possibilité aux parents de ne pas avoir les enfants à la maison et donc de pouvoir véritablement travailler. Donc, c'est un peu la nouveauté durant cette deuxième période de confinement, c'est de dire que le télétravail est vraiment synonyme le télétravail est synonyme de vrai travail. Le télétravail ne doit plus simplement être privilégié, mais il doit être considéré comme la règle d'organisation pour l'ensemble des activités qui le permettent. Donc ça découle vraiment du nouveau protocole sanitaire. Comment mettre en place le protocole ? Bien évidemment, pour mettre en place ce nouveau protocole, je dois associer mes représentants du personnel. Donc, doit y avoir une procédure d'information et de consultation du CSE, puisqu'il s'agit ici, quand on met en place le télétravail, c'est un aménagement important des conditions de travail. Donc, ça suppose de mettre dans la boucle le CSE. Voilà. Ensuite, la question phare, le télétravail peut-il être imposé? Est-ce que le salarié peut imposer le télétravail? Alors là, oui, mais attention sur le refus du télétravail par l'employeur, puisque si jamais l'employeur refuse le télétravail, il va falloir quand même sacrément motiver son refus, ou en tout cas son refus doit être motivé sur la base d'éléments objectifs et pertinents, surtout si le salarié a été en télétravail durant la première phase de confinement. Il va être difficile pour lui d'entendre que finalement, pendant cette deuxième période, il n'est plus possible pour lui de bénéficier du télétravail. Donc là, clairement, on vous invite à trouver une solution amiable et pour essayer de ne pas sans cesse refuser le télétravail. Le télétravail peut-il être imposé par l'employeur? Bien évidemment, oui. Le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail et là, pour le coup, sans la règle du volontariat. Donc là, ça s'impose, c'est un simple changement des conditions de travail. Habituellement, le principe, vous le connaissez, le télétravail repose sur la règle du volontariat. Là, pas du tout. On est en crise sanitaire, menace épidémique, donc le télétravail s'impose. Alors, je vous ai identifié plusieurs cas de figure. Sur le télétravail et la position à avoir. Si j'ai une activité qui peut être effectuée à distance, clairement, la préconisation, c'est de dire que l'activité, elle doit être 100%
télétravailler. Donc, en principe, il n'y a pas de présentiel. Mais attention, et surtout, je vous ai mis une slide récente qui date d'hier, où la foire aux questions, il me semble, sur le télétravail a été mise à jour. Et clairement, on nous dit, attention, s'il y a un risque d'isolement socio-professionnel, etc., il appartient à l'employeur de laisser la possibilité aux salariés de pouvoir se rendre sur le site. Donc, en résumé, l'activité, si elle peut être effectuée à distance, bien évidemment, elle est 100% télétravaillée. Mais attention, si vous avez, parce que derrière tout ça, il y a des risques psychosociaux auxquels vous devez être extrêmement vigilant en tant qu'employeur, hein, parce que derrière tout ça, cela ne vous échappera pas, nous avons cette fameuse obligation de sécurité de résultat. Donc, si vous voulez, cette mise en place du télétravail, elle résulte vraiment de ces différentes mesures de prévention et de la bonne application par l'employeur de cette obligation-là de sécurité et de résultat. Donc, attention au risque d'isolement. Sur le deuxième cas de figure, si j'ai seulement une partie de l'activité qui est télétravaillable, clairement, là, il doit être déployé autant que possible. Donc, pour l'exécution des tâches qui ne peuvent pas être télétravaillées, bah là, effectivement, vous faites venir le salarié sur site. Hein, et autant que faire se peut, on essaie de réorganiser le travail pour éviter justement aussi les interactions sociales et donc essayer de réduire un maximum les déplacements, etc. Le troisième cas de figure, c'est lorsque l'activité n'est pas télétravaillable. Donc là, bien évidemment, le travail sur site est en présentiel. Et en revanche, là, on vous attend en tant qu'employeur, c'est d'aménager au mieux les différentes mesures, hein, barrières, etc. Et dans ce cadre-là, vous devez justement vous efforcer d'organiser un lissage des horaires de départ et d'arrivée afin de limiter le risque de contagion et d'affluence. Et privilégier aussi, quand c'est possible, les réunions en audio ou en visioconférence. Ok, donc on a vraiment 3 cas de figure. Donc quand on nous dit dans le cadre du protocole sanitaire que en gros qui est télétravail à 100%, oui, mais ça dépend de la nature des activités, bien évidemment. Et quand bien même l'activité peut être faite à distance, il y a quand même la possibilité de pouvoir faire venir le salarié sur site. Justement, sur la force contraignante de ce protocole, parce que le télétravail imposé découle de ce nouveau protocole sanitaire, mais quelle est sa force contraignante? Clairement, il n'y a pas de valeur légale, d'accord? Il n'y a pas de valeur juridique, ce ne sont qu'un ensemble de recommandations, donc qui sont je vous l'ai dit, une déclinaison des principes généraux de prévention, afin justement de protéger au mieux la santé des travailleurs. Donc clairement, oui, il faut respecter un maximum, mais si par cas, votre salarié doit venir sur site, bien évidemment, faites-le venir sur site. Une attention toute particulière doit être portée aux travailleurs relevant de la liste des personnes vulnérables pour lesquelles, bien évidemment, le télétravail doit être privilégié. C'est une évidence. Existe-t-il des sanctions pour les entreprises qui refuseraient de faire du télétravail ? Alors oui, il peut y en avoir une, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là où la responsabilité de l'employeur peut être engagée, ce sera sur le terrain de son obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses salariés. Donc clairement, pour éviter d'encourir un tel risque juridique, il va falloir le plus possible pouvoir justifier au cas par cas que soit le salarié en question est venu sur site parce que son activité ne peut pas être télétravaillable, ou soit je le fais venir, mais auquel cas, bien évidemment, je dois m'assurer du respect de l'ensemble des mesures, barrières et autres, en tout cas prouver que, que je maîtrise le risque sanitaire. La marge de manœuvre dont dispose l'employeur, justement dans le cadre du télétravail, donc vous avez quand même une certaine latitude d'appréciation dans la mesure où vous pouvez vous raccrocher donc aux activités éligibles au télétravail, vous pouvez également considérer qu'il y a une quotité de travail qui est indispensable en présentiel, en tenant compte toujours des jauges de capacité mises en place.
Et aussi, ça peut être un problème de moyens mis à disposition. Donc là aussi, ça dépendra des investissements à réaliser en termes de mise à disposition d'équipements de travail et d'outils. Mais clairement, effectivement, la position du gouvernement étant de pousser au maximum le recours au télétravail. Voilà, il faut essayer de concilier l'ensemble de ces dispositions pour éviter d'encourir une responsabilité. Activité partielle et télétravail, est-ce compatible? Alors, est-ce que je peux alterner télétravail et activité partielle? Bien évidemment. Bien évidemment, le tout, c'est de pouvoir déterminer la quotité de travail qui est exercée en télétravail et d'identifier, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi le prouver. Donc, en fait, la recommandation que je pourrais avoir aujourd'hui, ce serait de faire compléter des comptes du temps de travail, des fiches temps, pour bien avoir les temps qui sont télétravaillés. Et comme ça pourra aussi répondre si par cas vous avez un contrôle sur les allocations qui vous sont versées ou autres, que vous avez bien déclaré le bon nombre d'heures chômées et il y a le bon nombre d'heures télétravaillées qui correspond aux fiches temps qui ont été déclarées et contresignées par l'employeur. En revanche, cumul activité partielle et télétravail, là, non, bien évidemment, non. On ne peut pas être en télétravail et en activité partielle. C'est seulement une alternance. Les différentes manières de mettre en place le télétravail, je vous le rappelle, le principe hors temps de crise sanitaire. Ça peut découler d'un simple accord entre l'employeur et le salarié, ou soit je décide de mettre en place unilatéralement une charte, ou encore je décide de négocier un accord collectif. On est bien d'accord que dans le cadre de la crise sanitaire, il s'agit là d'un aménagement des conditions de travail et que l'employeur peut imposer le télétravail aux salariés, qu'il n'y a aucun formalisme pour le mettre en place, si ce n'est l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de devoir consulter le CSE, mais ça c'est dans le cadre de leurs attributions relatives à la marge générale de l'entreprise et donc l'aménagement des conditions de travail du salarié. Je vous le disais tout à l'heure, hier matin, il y a une mise à jour de la foire aux questions qui vient nous préciser. À la question « Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?» il est précisé « Toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance et qu'en l'absence de charte ou d'accord, il s'agira d'identifier concrètement les activités qui peuvent faire l'objet de télétravail et non de réfléchir à partir des métiers. » Et il est ajouté la possibilité pour le salarié isolé de rejoindre son lieu de travail de manière exceptionnelle, cela pour éviter les situations de souffrance. Attendez. Hop, hop. Je vous ai mis plein de petites questions pratiques liées au télétravail. Le salarié peut-il choisir ses jours télétravaillés? Alors, j'ai pas de partie. Du coup, je vais faire les échanges avec moi-même. Mais le salarié, non. C'est bien sûr, c'est l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, qui choisit quels sont les jours qui peuvent être télétravaillés, que ce soit en temps normal ou en temps de crise sanitaire d'ailleurs. L'employeur doit-il fixer les horaires du salarié en télétravail? Bien évidemment. D'où l'intérêt aussi de recourir le plus possible à des fiches de décompte du temps de travail pour bien s'assurer que le salarié respecte les horaires qui ont été définis par la direction. Peut-on obliger le salarié à poser des congés payés et télétravailler en même temps? C'est pareil que pour l'activité partielle, bien évidemment. Soit on est en télétravail et on travaille, soit on est en congé et auquel cas on ne fait pas du télétravail. Donc, le cumul n'est pas possible. Je vous ai mis une autre question qui m'a d'ailleurs été posée récemment sur les visioconférences. Est-ce qu'en tout cas un employeur peut-il obliger un salarié à activer sa caméra lors de sa réunion? Bien évidemment que non, on ne peut pas lui obliger. À partir du moment où il a la possibilité de pouvoir converser avec son employeur, cela suffit. Et c'est d'ailleurs une recommandation qui a été donnée par la CNIL il y a peu sur son site. Un salarié isolé peut-il rejoindre son lieu de travail de manière exceptionnelle? Oui, donc bien sûr oui, et d'autant plus depuis hier avec la mise à jour donc de la foire aux questions en ce sens-là, et cela dans une démarche justement en tout cas pour éviter un maximum tous les risques psychosociaux qui peuvent être engendrés par le télétravail. Les télétravailleurs bénéficient-ils des titres restaurants? Alors oui, si effectivement vous aviez des salariés qui en temps habituel bénéficiaient de titres restaurants,
logiquement, on continue de leur faire bénéficier quand bien même ils seraient en télétravail. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une réponse qui est donnée en temps normal ou en temps de crise, mais clairement, c'est pour assurer une égalité de traitement. C'est pas parce que le salarié travaille temporairement chez lui qu'on doit pour autant lui supprimer le bénéfice, en tout cas, des titres restaurants. Les salariés bénéficient-ils de la prise en charge mensuelle de leur titre de transport par leur employeur lorsqu'ils télétravaillent à domicile durant tout le mois? Alors là, c'est assez discutable aussi, surtout en temps de crise sanitaire, si vous avez l'ensemble de vos salariés qui sont 100% télétravail et que vous continuez malgré tout à prendre en charge les transports. C'est discutable, mais là aussi, le principe étant que normalement, on maintient cette prise en charge. Alors attendez, avant de passer au dernier thème, et puis je vois que l'heure tourne aussi, je ne voudrais pas dépasser l'heure qui nous a été fixée. Alors, j'ai une autre question. Si j'ai réalisé des licenciements économiques en 2020, puis-je quand même mettre en place le dispositif ARM? Oui, parce que c'est des engagements sur le futur. Enfin, ce qui est passé, quoi, à mon sens. Donc, oui, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir effectivement mettre en place le dispositif ARM. Question un peu hors sujet, mais le représentant du personnel peut-il utiliser des heures de CSE, pendant son activité partielle totale pour une réunion avec l'employeur, par exemple? Alors oui, bonne question, parce qu'effectivement, normalement, pendant l'activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Mais pour autant, je pense que le raisonnement juridique à avoir, c'est comme quand il est en arrêt maladie. Son contrat de travail est suspendu et pour autant, il continue à exercer son mandat. Qui doit être donc déconnecté finalement de sa qualité de salarié. Donc à mon sens, oui, il peut effectivement dans le cadre de ses attributions avoir une réunion avec l'employeur, quand bien même il est en activité partielle. Alors, je poursuis ensuite. Si vous n'avez pas d'autres questions sur le dernier thème, et notamment sur les exonérations de cotisations sociales et aides au paiement, je vous rappelle donc ce dispositif exceptionnel qui a été mis en place pour justement lutter, ou en tout cas essayer de limiter l'impact, en tout cas sur les situations, limiter l'impact économique. Donc, bénéficie d'une exonération de cotisations patronales. On est bien sur les cotisations patronales. Toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent une activité principale dans les secteurs suivants: tourisme, hôtellerie, enfin voilà, c'est les secteurs dits S1. On a aussi les secteurs dits S1 bis, puisqu'ils dépendent de ces premiers secteurs dont on vient de parler et qui ont aussi également subi une importante baisse de chiffre d'affaires. Donc clairement, pour toutes ces entreprises dont l'activité dépend de ces secteurs, possibilité donc d'avoir une exonération des cotisations patronales sur la période d'emploi qui est comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020. Donc ça, c'est moins de 250 salariés. Mais il y a aussi les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés qui relèveraient des secteurs autres que justement les deux précédents, donc S1 et S1 bis, et dont l'activité qui implique l'accueil du public a été interrompue par décision administrative. Donc là, pour le coup, les périodes d'emploi concernées, c'est entre le 1er février au 30 avril 2020. Et pour ceux, malheureusement, qui font l'objet, en tout cas les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, on nous dit que la période d'emploi, c'est du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois qui va précéder celui de l'autorisation d'accueil du public. Donc, il y a une petite prolongation pour ces secteurs-là. L'aide au paiement des cotisations patronales et salariales. Donc là, cette aide au paiement, c'est un crédit concrètement de cotisation qui représente 20% des revenus d'activité versés au titre de ces mêmes périodes d'emploi. Et sachant que cette aide, elle s'impute sur les sommes restant dues au titre de 2020 après avoir appliqué justement l'exonération des cotisations patronales ou toute autre exonération d'ailleurs, donc ce qui est quand même pas négligeable.
La nouveauté, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Il y a des nouveautés qui sont issues du décret du 2 novembre 2020, donc il y a quelques jours, puisque on a étendu les secteurs d'activité qui pouvaient être éligibles à ces mesures d'exonération et d'aide au paiement. Donc, sur la première liste, les secteurs dits S1, ça a été élargi à de nouvelles activités, donc je vous les ai notées. Pareil, on a 4 types d'activités du secteur S1 bis qui est passé au secteur S1, ce qui est le cas, par exemple, des traducteurs-interprètes. Donc ça, je vous laisserai l'occasion de regarder plus attentivement ceux qui ont été ajoutés. Et ensuite, pareil, les secteurs S1 bis, clairement, la liste a été élargie à une 50aine d'activités. Parmi lesquelles donc on trouve la pâtisserie, le tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée. Donc là, clairement, une extension des secteurs pour pouvoir bénéficier des mesures d'exonération. Également, nouveauté donc du début du mois, c'est la date limite de déclaration en DSN pour ces entreprises qui sont nouvellement éligibles. Donc, on nous dit que on va pouvoir donc déclarer cette exonération et aide au paiement dans une prochaine DSN ou au plus tard dans celle du mois principal déclarée décembre 2020, exigible les 5 ou 15 janvier 2021. Sachant que quand vous déclarez une exonération Covid, enfin une cotisation patronale, on attend une déclaration pour chaque période d'emploi concernée, alors que l'aide au paiement, elle, est à déclarer en une seule fois. Et donc, pour tous les employeurs dont je viens faire état tout à l'heure et qui sont désormais éligibles à ce dispositif exceptionnel, ce nouveau décret vient préciser que la déclaration doit intervenir à l'échéance de la DSN d'octobre. Non, pardon, pour les employeurs qui étaient déjà éligibles, excusez-moi, à ces mesures d'exonération. Donc, eux, c'est ici, là, octobre, ou au plus tard, à la fin du mois, là, jusqu'au 30 novembre 2020. Alors que pour tous les autres qui viennent d'être visés, là, pour le coup, il y a donc un allongement, il y a une petite prolongation jusqu'à la fin de l'année. Voilà pour les nouveautés. Je regarde en même temps s'il y a de nouvelles questions. Non. Écoutez, il est 12h01. Donc, on peut avoir quelques minutes pour échanger sur l'ensemble du support. L'idée étant, voilà, c'était de vous faire part de ces nouveautés, puisque clairement, depuis le début de la crise sanitaire, les textes ne font que s'empiler. Il y a peu de... C'est vrai que parfois, on a du mal à y voir un peu clair, clairement. Mais voilà, c'est important d'avoir les dernières nouveautés en tête. Surtout que, voilà, comme vous avez pu le savoir, l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu'en février. Donc, clairement, si vous avez l'activité partielle à déclarer, n'hésitez pas à le faire au moins jusqu'à fin janvier, voire plus, et surtout à rentrer dans le dispositif ARM pour pouvoir, in fine, bénéficier d'une meilleure allocation, meilleure indemnisation. Alors, j'ai une question. Quel que soit leur secteur d'activité, attendez, j'ai perdu la question. Quel que soit leur secteur d'activité, les GE ne peuvent bien prétendre qu'à la prise en charge à hauteur de 60%. Ça dépend en fait si la convention collective du GE dépend d'un secteur protégé ou non protégé. Après, vous vous référez au tableau pour savoir effectivement avoir exactement la prise en charge. Mais hors ARM, vous me dites, donc on est dans le cadre de l'activité partielle classique, et donc là vous vous référez donc, attendez, je vais vous mettre le tableau, parce que j'ai du mal, je ne vais pas vous dire de bêtises. Si on est dans le cadre de l'activité partielle classique, selon qu'on se situe dans un secteur protégé ou non protégé, jusqu'au 31 décembre 2020, l'indemnisation n'est pas la même entre les secteurs protégés et non protégés. Voilà, vous vous référez au tableau pour savoir, mais ensuite, un de mes salariés me demande une indemnité pour le télétravail car il utilise son ordinateur personnel, son électricité, son imprimante. Dois-je lui verser une indemnité? Si oui, comment la calculer?
Alors là, on est bien d'accord, hein, parce que souvent on fait l'amalgame entre l'indemnité d'occupation, qui suppose donc de verser une indemnité aux salariés, mais c'est seulement dans le cas où je parle en temps normal ou en temps de crise, hein, qu'on soit bien d'accord. Si moi, employeur, je n'ai pas la possibilité de pouvoir mettre à disposition du salarié un bureau et qui doit être en télétravail, là, effectivement, on doit impérativement, c'est une obligation, verser une indemnité d'occupation aux salariés. Cette indemnité d'occupation, vous avez peut-être entendu parler, c'est en fonction de la superficie qui est dédiée au télétravail, etc. Là, c'est une chose. Là, ce dont nous parle Audrey, si je comprends bien, c'est plus sur la prise en charge des frais qui sont liés au télétravail. Donc, effectivement, il dispose d'un ordinateur personnel, hein, ce qui est totalement possible. Hein. Aujourd'hui, on ne nous dit pas que l'employeur doit impérativement fournir tous les équipements. Hein, on soit bien d'accord. Après, c'est mieux, bien évidemment. Mais s'il a un ordinateur personnel et que pour exercer son activité, il n'y a pas de difficulté, hein, en termes de sécurité, de confidentialité des données et autres, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus discutable en temps de crise, en fait, hein, sur la possibilité d'indemniser le salarié de tels frais. Parce que quelque part, cette mesure-là, elle s'impose aux salariés, mais elle s'impose aussi à l'employeur. Donc, en temps normal, vous n'auriez pas forcément eu recours au télétravail et auquel cas, vous n'auriez pas dû indemniser. Donc là, clairement, sur cette obligation de prise en charge, il y en a une, en fait, qui est prévue pour effectivement indemniser le salarié. Et auquel cas, si effectivement il a acheté une imprimante, auquel cas ça suppose de le rembourser en fonction du justificatif, hein, en fonction des dépenses réelles, etc. Et cette obligation, elle résulte, alors elle n'est plus dans les textes du Code du travail, mais elle résulte d'un accord national interprofessionnel. Et en gros, elle s'applique à toutes les entreprises qui relèvent d'un des syndicats justement signataires de cet accord national. Donc MEDEF, CGPME, etc. Donc si vous ne dépendez pas d'un de ces syndicats patronaux, en fait, cette obligation, vous pourriez vous en exonérer. Par contre, souvent je le dis, rappelez-vous que l'URSSAF a mis en place des barèmes, justement en termes d'exonération, c'est-à-dire une indemnité. Si mon salarié fait 1 jour de télétravail par semaine, et que l'employeur verse 10 € par mois, et donc ça correspond à 1 jour télétravaillé. S'il télétravaille 2 jours, ça sera 20 € par mois. Dans cette limite-là, je peux bénéficier d'une exonération. Voilà, donc dois-je lui verser une indemnité? J'ai envie de vous dire que dans cette période de crise sanitaire, c'est un petit peu plus discutable. Parce que là aussi, ça s'impose à vous. Pour autant, bon, s'il a dû, pour les besoins de son activité, et qu'il ne peut pas faire autrement que de télétravailler et qu'il a dû acheter une imprimante, bon, c'est vrai que dans l'absolu, vous pourriez être amené à lui rembourser selon ce justificatif-là. Est-ce que j'ai répondu au moins en partie à votre question ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres? Très bien, parfait, merci.